Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par OnePlus6, OptiDigital, Prisma Media Solutions, Smiley Wanted et Xander, avec pour partenaire média Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFA. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Quelle stratégie de monétisation alternative pour les éditeurs ? Depuis quelques années déjà, le secteur de la publicité digitale connaît de nombreux bouleversements suite à la mise en place de nouvelles réglementations et à l'évolution des comportements des utilisateurs. Afin de permettre aux éditeurs de continuer à monétiser leur audience, de nouveaux outils ont vu le jour, faisant ainsi naître le terme de monétisation alternative. Afin d'échanger sur ce sujet et comprendre les enjeux qui se cachent derrière ce terme, nous demanderons à nos invités ce que leur évoque le sujet de la monétisation alternative, quelles sont les difficultés rencontrées par les éditeurs aujourd'hui, quelles solutions publicitaires peut-on mettre en place pour répondre à ces enjeux ? Pour en discuter, Sébastien Mout de OptiDigital, Augustin Decré de IAB France, Paul Cocheteux de Prisma Media. Bonjour Paul. Bonjour. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bonjour Augustin. Bonjour Michel. Nous sommes là pour parler de monétisation alternative et d'où ma toute première question, et Paul, je te demande d'y répondre en premier. Ça évoque quoi pour toi le sujet de la monétisation alternative ? Alors pour faire court, monétisation alternative dans notre domaine, en tout cas de la pub digitale, c'est tout ce qui n'est pas directement de la publicité digitale. Tous les revenus complémentaires que, en tant qu'éditeur, on pourrait obtenir autrement qu'avec de la pub stricto sensu. Ce qui est d'ailleurs assez amusant parce qu'au départ, la pub elle-même est une alternative ou un complément de revenus par rapport à un business qui est plutôt de la vente dans le cadre de la presse magazine, de la vente au numéro ou alors de l'abonnement. Bref. Donc dans le digital, en fait, les alternatives à la vente de publicitaires telles quelles, ça peut tourner autour de l'abonnement. D'ailleurs, amusant parce que du coup, il y a un effet inverse de ce qui s'est passé avant. L'abonnement digital qui devient de plus en plus une alternative pour certains éditeurs, pas pour tout le monde. La vente de data, la vente de données brutes en fait, qui peut aider les annonceurs à mieux segmenter l'audience, et on pense que, on va en parler après, mais c'était un nice to have jusqu'à maintenant, et pour les annonceurs et les agences, maintenant ça va être un must have auprès de l'éditeur. Les insights, c'est lié à la data, mais c'est différent, c'est-à-dire la connaissance client que je peux apporter à un annonceur, qu'est-ce que je peux lui apprendre qu'il ne connaissait pas de la part de l'habitude de consommation des Français. Voilà, c'est les trois grands piliers pour nous. Merci Paul. J'avoue que c'est une question extrêmement ouverte, extrêmement vaste. Ouais. Et justement, c'est pour ça que j'ai décidé d'avoir trois acteurs très différents. Tu représentes un éditeur, mais nous avons également Sébastien qui représente une technologie qui s'appuie aussi d'une certaine manière sur ce que vient d'évoquer Paul, à savoir la data, les insights et peut-être pas que. Alors, ce qui concerne donc cette thématique autour de la monétisation alternative, qu'est-ce que ça t'évoque, Sébastien ? Ah oui, pour compléter ce qu'a dit Paul, et dans le contexte actuel, j'aimerais rappeler aussi la mise à jour des règles de la CNIL qui a eu lieu au 1er avril dernier et qui a forcé un peu tous les éditeurs à s'adapter à une nouvelle configuration. Configuration qui fait qu'aujourd'hui, les éditeurs ont dû faire deux choses concrètement. Ils ont dû modifier les interfaces de capture de consentement offertes aux utilisateurs sur la première visite de leur site web pour ajouter soit un bouton tout refuser au niveau du consentement, soit un bouton continuer sans accepter. Ce qui est très important de savoir, c'est que l'utilisateur choisisse une option ou l'autre, il devient impossible de déposer ou d'utiliser un cookie ou de déposer un traceur dans l'intégralité du site. Ce qui veut dire, et il faut savoir aussi que depuis que cette modification a été mise en place, on mesure à peu près entre 10 et 15% des audiences qui vont aller vers ce choix de refuser ou de continuer sans accepter. Et donc les éditeurs se retrouvent avec une partie importante de leur audience sur laquelle ils ne peuvent plus déposer de cookies. Et donc se pose la question effectivement de mettre en place des solutions alternatives
des solutions alternatives à différents niveaux. Quelque chose de très important pour les éditeurs, c'est déjà de mesurer leur audience. Donc tous les outils de mesure d'audience qui sont utilisés généralement comme Google Analytics déposent un cookie de manière assez automatique, donc il va falloir trouver une solution alternative. Et puis surtout, pour ce qui nous concerne, nous, chez Opti Digital aussi, c'est tout ce qui est la partie monétisation des inventaires publicitaires qui, classiquement, en fait, avec les solutions habituelles, vont déposer un cookie de manière assez systématique. Et donc, on va avoir le besoin vraiment au niveau des adapteurs de s'adapter et de trouver des solutions alternatives qui vont permettre de maintenir une monétisation des inventaires publicitaires dans le contexte où l'utilisateur n'autorise pas le dépôt de cookies sur le média. Merci Sébastien. Ce que je comprends, c'est comment continuer à bien monétiser sans consentement. Sans consentement et qui implique des solutions sans cookies. Et donc, solution alternative obligatoirement aux solutions actuelles. Merci Sébastien. Alors Augustin, tu es là pour représenter l'IAB aujourd'hui. Alors la monétisation alternative, Paul nous en a donné une définition. Sébastien a commencé à esquisser un certain nombre de solutions, notamment en ce qui concerne la fin des cookies. De ton point de vue à l'IAB, puisque l'IAB, je le rappelle, hein, c'est, je ne sais plus si on dit Interactive ou Internet Advertising Bureau. En tous les cas, les deux sont valables pour le I, et donc représentent l'ensemble des acteurs de la publicité digitale. De ton point de vue, qu'est-ce que ça évoque pour toi la monétisation alternative ? Alors, je ne vais pas rentrer dans la partie alternative à la monétisation, etc. Moi, ce que ça implique et l'écho pour moi, ça veut dire que la publicité ne remplit pas 100% de son objectif. L'objectif de la publicité, c'est de financer des sites internet. Voilà, ça permet d'avoir un accès à ces sites internet gratuitement. Et ce qu'on voit, c'est que d'un côté, on a un nombre d'impressions qui augmente, le nombre d'utilisateurs augmente, mais le nombre d'impressions publicitaires monétisables baisse. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus d'adblockers, parce qu'effectivement, il y a le consentement, il y a des gens qui ne veulent pas donner leur consentement, donc il y a des gens qui ont choisi de monétiser ou pas ces impressions, etc. Donc pour moi, l'alternative, c'est-à-dire que la publicité ne remplit pas son rôle, et il y a peut-être des choses à faire pour justement réengager avec l'utilisateur pour que la publicité puisse jouer un rôle majeur justement dans l'écosystème. Alors, merci Augustin, parce que tu as aussi un petit peu anticipé, et c'est très bien parce que tu fais la transition avec la question suivante. Tu as évoqué le rôle que ne jouait plus la publicité, puisque... Voilà, c'est dans le cadre de ta question. Tout à fait. Mais tu expliquais effectivement que malgré l'augmentation des impressions, eh bien, on va dire que les impressions... accessible ou valide pour une publicité, j'allais dire, efficace aux yeux des annonceurs et aux yeux des éditeurs, lui ce chiffre a tendance proportionnellement a tendance à baisser. C'est une des difficultés, d'où ma seconde question. Quelles sont les autres difficultés rencontrées par les éditeurs aujourd'hui en termes de monétisation, de ton point de vue, Paul ? Je pense que si on doit le résumer, il y a beaucoup de choses qui sont liées au scale, je trouve. Qu'est-ce que tu entends par scale ? C'est le volume qu'on peut apporter à nos clients, sous toutes ses formes. Les audiences, les impressions publicitaires, la vidéo. Le volume, ça signifie aussi que ça veut dire qu'on peut avoir un volume d'affaires suffisant pour recruter les meilleurs experts et développer notre propre brique header bidding et conseiller tous nos clients sur le SPO, qui sont des choses qui sont très techniques, très spécifiques. Et donc sans scale, c'est difficile pour un éditeur de réussir à internaliser ses compétences. Bref, j'ai l'impression que dans ce marché, en fait, il y en aura de plus en plus pour les gros. Et peut-être, malheureusement, que ce sera plus compliqué pour les plus petits, en fin de compte. D'où cette problématique autour du volume ? Oui, et en fait, on le voit aussi dans notre sujet. C'est-à-dire que la régie demain qui sera capable de continuer sur des taux de croissance intéressants, ce sera la régie qui pourra apporter le plus de volume consenti, non adbloqué, et ainsi de suite. Donc le côté scale, il est hyper important parce que demain, les clients, ils vont vouloir une solution simple, pour adresser en fait ces nouveaux usages de la publicité web, quoi. Merci Paul. Alors à l'instant, Sébastien, Paul vient de nous évoquer cette notion de volume, et un volume qui se doit être qualitatif, hein, donc c'est pas seulement la quantité, mais c'est la qualité de cette quantité. Toi,
en discutant avec un certain nombre d'éditeurs, quelles sont les difficultés que tu vois lorsqu'ils t'expliquent leur volonté de monétiser leurs espaces? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Paul, c'est-à-dire qu'en fait il faut avoir un certain volume pour avoir la capacité à s'adapter. La grande difficulté que vont rencontrer la majorité des éditeurs aujourd'hui, c'est justement d'être suffisamment agile et d'avoir la capacité et les ressources internes en fait pour pouvoir mettre en œuvre un ensemble de solutions alternatives. Les solutions alternatives, c'est bien, ça apporte des solutions pour des nouveaux contextes de consentement ou des solutions cookieless, mais ça demande c'est un vrai challenge pour les éditeurs parce qu'ils ont déjà aujourd'hui des solutions intégrées, un ad server, une solution de mesure d'audience, etc. Et ils vont devoir rajouter de nouvelles intégrations, de nouvelles solutions techniques, mettre en œuvre des nouvelles stratégies, ce qui veut dire qu'ils vont devoir se former, éventuellement signer des contrats avec des nouveaux partenaires, intégrer techniquement ces solutions sur leurs médias. Ils vont devoir ensuite... le résultat, c'est qu'avec plusieurs solutions, souvent, on va avoir plusieurs interfaces de gestion, plusieurs interfaces de reporting, et ça ajoute une complexité énorme pour les éditeurs qui vont devoir jongler avec différentes solutions et trouver comment les optimiser pour maintenir des résultats suffisamment élevés. Alors je peux Merci me permettre Sébastien. de Oui, rebondir Paul. rapidement, c'est très intéressant parce que je suis d'accord avec le fait que notre marché devient de plus en plus complexe. Paradoxalement, là où on se disait que le programmatique allait tout simplifier, je parlais de simplicité juste avant, en fin de compte c'est de plus en plus compliqué, c'est vrai pour les éditeurs de s'y retrouver dans toutes ces solutions qui existent à travers le marché, quoi. Donc simplification des solutions, on va dire peut-être agrégation. Alors si quelqu'un arrive à trouver une sorte de métatechnologie programmatique, ce serait top. Mais justement par rapport à cette nécessité de volume, ce que tu évoquais tout à l'heure Paul, cette nécessité d'agilité qui peut-être peut permettre à des éditeurs moins gros quand même essayer de voir la lumière au bout du tunnel. De ton point de vue, puisque justement tu représentes ces éditeurs mais aussi les acheteurs qui sont aussi bien gros que petits, c'est quoi les difficultés que tu vois poindre chez les éditeurs de ton point de vue, Augustin? Alors, je vais parler de l'ensemble de l'écosystème. Déjà, des défis et des difficultés, on en a plein. C'est-à-dire que c'est vraiment un secteur qui est alimenté, qui est en permanente transformation, etc. Mais il y en a trois majeurs. Le premier, il y a des défis réglementaires. Il faut quand même s'adapter. C'est-à-dire que depuis 2018, donc GDPR, mais aux États-Unis, les nouvelles recommandations de la CNIL, etc. Donc il faut pouvoir s'adapter. Et on parle de gros acteurs, mais on parle aussi de start-up, de petites entreprises qui n'ont pas forcément de services juridiques, etc., etc. Donc il faut comprendre et s'adapter. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est comme vous le disiez, c'est un défi technologique. Effectivement, il y a le programmatique, on a affaire à des experts, mais il y a quand même cette centralisation, ce scale dû au programmatique. Mais il y a aussi des défis technologiques qui nous sont, par répercussion, imposés, comme la fin des cookies third-party. Donc ça, c'est un défi majeur. Toute notre industrie reposait sur les cookies third-party depuis 25 ans, et on doit shifter. Et donc là aussi, il faut s'adapter. Il y a des entreprises qui ont développé des business models depuis des années, et ils doivent complètement shifter. Et le dernier défi, c'est un défi par rapport à l'utilisateur, qui a probablement été la personne qu'on a oubliée, parce qu'au début de la chaîne, il y a un annonceur, mais à la fin, le plus important, c'est quand même l'utilisateur, celui qui va sur le site, etc. Et il y a un désamour, quand même, il faut le reconnaître, c'est-à-dire qu'on met tout sur le cookie, etc., mais c'est quand même le désamour de l'utilisateur par rapport à la publicité. Et même nous, en tant qu'internautes, parfois, on voit des choses qui sont plus ou moins intéressantes. Donc voilà, c'est les trois défis. Réglementaire, technique, s'adapter. Donc c'est des défis qu'on a aujourd'hui. Et réengager avec l'utilisateur, lui faire comprendre que la publicité, c'est du contenu, mais c'est aussi important pour lui, pour sa liberté. S'il veut avoir accès à un Internet gratuit, c'est capital. Alors, je vais reprendre ton triptyque. L'adaptation, le défi technologique et également gérer, j'allais dire, le désamour des utilisateurs. D'où ma troisième question. C'est quoi les solutions publicitaires? Alors, elles peuvent être technologiques ou servicielles d'ailleurs. Quelles sont les solutions pour répondre justement, à mettre en place pour répondre à ces différents enjeux de ton point de vue, Paul? Alors, il y a beaucoup d'enjeux qu'on a évoqués, donc ma réponse elle est forcément plurielle. Sur l'enjeu des cookies tiers et de la RGPD, je pense que ce qui est important pour un acheteur, pour un éditeur, c'est d'être multi-compatible. C'est-à-dire aujourd'hui, on a énormément de solutions théoriques qui sont sur le marché, et c'est très bénéfique parce que ça nous permet d'avoir une pluralité importante. Simplement, il faut qu'on puisse les essayer, il faut qu'on puisse les tester. Donc je parle des identifiants,
je parle du contextuel, et ainsi de suite. Donc, important pour les éditeurs, par exemple, de se rendre multicompatible et de permettre à tous les acheteurs d'essayer toutes les solutions. C'est ce qu'on fait chez nous. D'autres solutions côté scale, c'est tout simplement le travailler ensemble, en fait, le travailler avec l'Interpro. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un marché qui est quand même énormément dominé, on va dire, par un acteur que je ne vais pas citer ici. Et donc forcément, et donc forcément, si tous les éditeurs ensemble veulent avoir du poids par rapport à ce genre d'acteurs, forcément, il faut travailler ensemble. Donc, je pense que quand on parle de scale, on ne parle pas forcément juste Prisma, par exemple. On parle inter-éditeur et pouvoir faire le poids face aux très, très gros. Voilà. Alors, tu parles de, je reprends tes termes, ouais. Multi-compatibilité, ouais. De collaboration, ouais. donc une sorte d'ONU, la publicité digitale. C'est ce que fait déjà très bien l'IAB et beaucoup de technologies sur le marché. Mais je pense que il faut qu'on marche tous ensemble et qu'on apprenne tous ensemble. Aujourd'hui, personne n'est capable de pointer du doigt vraiment une solution qui sera la bonne alternative d'ici à l'année prochaine, et je crois qu'on va en parler. Donc en attendant, tout ce qu'on peut faire, c'est expérimenter en fait. C'est essayer de mettre à l'épreuve concrètement, avec des résultats à la clé, des KPI derrière, quelles sont les solutions qui peuvent nous apporter le plus de scale, le plus de simplicité dans l'achat publicitaire. Attends, je te laisse la parole parce que tu viens de prononcer un mot-clé, c'est le mot résultat. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, tu as pu identifier des solutions ou des services et lesquels, et là cite-nous des noms si tu en as, et derrière, c'est quoi les résultats qu'on peut trouver? Pas de résultats pour le moment. D'accord. Ni dans notre bécane et ni à partager. Mais voilà, on est friand de trouver des acheteurs qui peuvent expérimenter avec nous. Sur le contextuel, rapidement, les premiers résultats qu'on a, c'est que ça n'apporte pas le même scale. Pardon, je me répète. T'aimes bien ce mot, hein. Je fais pas exprès là. Vraiment. Scale, il faut le dire pour ceux qui nous écoutent, c'est la notion de volume. Ouais, la notion d'échelle. La notion de capacité à livrer beaucoup de volume. D'accord. Donc, exemple très simple, intérêt immobilier avec des cookies, intérêt immobilier sur des pages précises. On a beaucoup moins de volume sur les pages précises parce qu'il faut être là au moment T où l'internaute arrive. Alors que l'intérêt immobilier, il suffit que l'internaute vienne visiter 2-3 pages chez nous pour qu'ensuite, peu importe son parcours utilisateur, on puisse le cibler des dizaines et des dizaines de fois. C'est compliqué à faire. Oui, donc sur le contextuel, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose aux clients d'aller un peu plus au-delà. C'est-à-dire, on remplace intérêt immobilier par les gens qui aiment bien la marque Capital, par exemple. D'accord. Ce qui est moins précis, évidemment, mais qui nous permet d'avoir du scale. D'accord. Désolé. Je vais me faire l'avocat du diable sur une idée que tu as proposée. Ouais. Tu proposes une sorte d'ONU de la publicité digitale. Un Airbus de la pub digitale. Je vais garder l'ONU. Ouais. Pourquoi ? Parce que pour faire fonctionner aussi tous ces États, il y a un moment, il y a un conseil de sécurité qui fait et voilà. Mais qui est dans le conseil de sécurité ? L'IAB fait déjà un énorme travail à ce sujet-là. Hein. Je pense qu'on n'en parle pas assez, mais c'est important. Et quand je parle de conseil de sécurité, c'est-à-dire qu'il y a un moment, les gros vont vouloir peut-être aussi imposer leur vue face aux petits. Donc c'est aussi ça qui pose peut-être problème dans cette volonté pour servir cette monétisation alternative, de s'assurer que l'intérêt de tous ne soit pas, entre guillemets, confisqué par l'intérêt de quelques-uns. Visé par le gros, tout à fait. Voilà. Donc c'est juste une mise en garde. Après, il faut mettre en place ce conseil de sécurité, mais surtout cette ONU. Et je garde l'idée, effectivement, qui est hyper intéressante. Et comme tu l'as dit, l'IAB, et Augustin nous en parlera dans quelques instants, a également ce rôle précis. De ton point de vue, Sébastien, sur justement les solutions publicitaires qu'on peut mettre en place pour répondre à ces enjeux de monétisation alternative, et puis les résultats que tu as pu constater. Alors oui, Paul a soulevé des points forts importants des solutions qui sont à apporter, qui sont clairement l'agilité, la capacité d'expérimenter et la capacité de mettre en œuvre différentes solutions, parce que pour expérimenter, il faut tester plusieurs choses et être suffisamment agile là-dessus. Donc nous, pour parler un peu de ce qu'on fait chez Optidigital, notre stratégie vraiment, ça a été d'accompagner les médias dans la mise en œuvre complètement automatique et transparente à leur niveau d'un ensemble de solutions qui va répondre aux différents contextes en fait avec des solutions alternatives. Donc on va automatiquement en fait aider les médias à prendre en charge ces différents contextes et à expérimenter pour eux un ensemble de solutions tout en mesurant de manière efficace en fait leurs résultats et en étant capable ensuite de choisir et d'ajuster au fur et à mesure les configurations pour maximiser la rentabilité des médias
dans les différents contextes. Et je pense surtout à la problématique de la RGPD et s'assurer effectivement que dans le contexte où on a le consentement utilisateur, on puisse activer de manière dynamique et agile en fonction de la réponse de l'utilisateur toute la solution de partenaires programmatiques et d'ad serving qui est en général utilisée pour maximiser ces inventaires-là, mais aussi d'être capable, au moment où l'utilisateur va faire un autre choix quand on lui présente un consentement, mais de basculer automatiquement et dynamiquement sur les solutions alternatives de manière transparente pour l'utilisateur. Et la dernière chose qui est importante au niveau de la prise de décision et l'agilité et la progression dans ces expérimentations, c'est de bien mesurer les résultats. Donc ce qu'on a fait dès le départ, c'est qu'on a essayé de travailler sur des outils en fait, qui vont centraliser les résultats dans un tableau de bord vraiment de pilotage, qui va nous permettre de comprendre dans chacun des contextes utilisateurs quelles sont les solutions qui sont les plus efficaces. Et très rapidement, avec de l'agilité, d'aller tester de nouvelles choses et au fur et à mesure d'aller optimiser les résultats. Et donc je parle de résultats, et donc c'est vrai qu'on a pu nous mesurer depuis quelques mois, et plus particulièrement depuis le 1er avril, des nouveaux contextes et des tests qu'on a mis en place pour essayer de répondre justement à ces audiences qui sont de l'ordre de 10 à 15%, dans lesquelles on n'a pas le consentement utilisateur. Et on a réussi à mettre en œuvre des solutions qui, au niveau des rendements pour 1000 pages vues, par exemple d'un éditeur qui a l'habitude d'utiliser ce critère pour savoir quelle est sa rentabilité, qui sont proches de 50 à 60% sur ces environnements où l'utilisateur va simplement continuer sans accepter plutôt que donner son consentement. Donc c'est des résultats qui sont loin d'être effectivement aussi bons que les résultats qu'on peut obtenir quand un utilisateur donne complètement son consentement et où on peut activer l'ensemble des partenaires programmatiques. Mais je trouve que c'est un bon début et que c'est assez encourageant pour la suite. Merci Sébastien. Donc je parlais tout à l'heure de métatechnologie. Si j'ai bien compris, c'est une technologie qui agrège l'ensemble des résultats d'un certain nombre de plateformes pour pouvoir optimiser sa prise de décision et son arbitrage en termes d'optimisation des campagnes publicitaires. Tout à fait. En fait, c'est une méta-solution dans le sens où on va offrir une intégration très simple à l'éditeur. De son côté, en fait, l'intégration est unique. Et de notre côté, au niveau technologique, on va, avec une certaine agilité, tester les solutions qui sont propices à fonctionner et obtenir des résultats dans chacun des environnements. Et donc, c'est une solution souvent qui est multiple, un peu hybride, mais qui permet d'obtenir des résultats dans les différents contextes. Merci Sébastien. De ton point de vue, Augustin, les solutions publicitaires que tu as pu observer et surtout les résultats que tu as pu voir pour répondre à ces enjeux de monétisation alternative. Index Exchange, parce qu'on parle je te l'accorde. Index, donc on est un SSP, donc on est au cœur de l'écosystème. C'est cette plateforme. Précurseur en France du header bidding. Exactement. Ce qu'on voit, et ça fait partie aussi de ma réponse, c'est qu'une des solutions, c'est d'augmenter la valeur de l'impression. Et même avant la fin du cookie third party ou même avant la fin du consentement, on s'est aperçu que le cookie avait quand même pas mal de défauts. C'est-à-dire qu'on est incapable de faire de cross-device, pour faire du frequency capping, qui est quand même la base de la publicité, de exploser plusieurs fois une personne un message pour qu'il engage avec la marque, c'est difficile, etc. Donc on a, depuis 3-4 ans, mis en place des solutions avec ce qu'on appelle les identifiants, Identity, avec LiveRamp, d'autres solutions. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un niveau d'engagement qui est bien au-dessus. Et alors, effectivement, comme le disait Paul, il y a des problématiques de scale. Mais on est au début de l'histoire. Tout le monde ne va pas se loguer sur ces genres de plateformes. Alors, ma réponse, et je remets la cassette de l'IAB, c'est premièrement d'augmenter la valeur de l'impression. Donc ça, c'est un élément clé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avancer et revenir en arrière par rapport aux réponses. C'est-à-dire que moi, j'étais dans la data il y a 10 ans avec Nogad, et on propose des solutions qui remontent à avant cette histoire. Donc, si on veut créer de la valeur, il faut qu'on ait des solutions innovantes. Donc il y a plein de solutions innovantes, mais il faut qu'on aille dans ce sens-là. Pour que ça fonctionne, il faut augmenter le nombre d'impressions disponibles. Donc on va augmenter la valeur, il faut aussi augmenter le nombre d'impressions disponibles. Si on veut que... Quantité et qualité. Voilà, quantité et qualité, mais c'est une base. Donc il faut expliquer à l'internaute pourquoi il faut qu'il engage. Alors on peut toujours monétiser effectivement les impressions non consenties, mais c'est quand même plus de valeur d'avoir quelqu'un qui répond dynamiquement avec la marque. Et ça, c'est un élément clé. On a oublié que l'internaute était la clé de voûte de notre industrie. Et on ne lui a pas dit que finalement, il allait gratuitement sur Internet grâce à la publicité. Il faut qu'on soit plus explicite là, nous aussi. Et le dernier point, et là, c'est un élément clé, et c'est en direction des éditeurs que je m'adresse, il faut du contenu de qualité.
J'imagine que quand on va sur Capital, s'il n'y a pas un contenu de qualité, on fuit le média. Et bien, de la même manière, la publicité doit être de qualité. Et alors, je ne veux pas pointer quelqu'un du doigt, mais parfois, quand on va en bas de page, on a parfois des publicités qui ne sont pas de très bonne qualité. Même sur des contenus de qualité. Voilà, et même sur des contenus de qualité. Et alors, je vais faire un exemple. Quand vous allez sur un site premium, c'est comme si vous alliez dans une épicerie haut de gamme. Et vous allez acheter des tomates très chères, et dans ce kilo de tomates, vous avez 2 tomates pourries. Et bien, c'est exactement pareil. Je ne retournerai pas chez cet épicier, parce que la qualité de ce qu'on m'a annoncé n'est pas la même. Donc, il faut qu'on soit très vigilant sur la qualité de la publicité. C'est un des chantiers que l'IAB avait engagé avec d'autres associations, mais il faut qu'on soit très, très, très vigilant là-dessus, et c'est un rôle majeur qu'ont les éditeurs. Merci Augustin. On en arrive déjà à la dernière question. Ce que j'ai compris quand même sur ce qui vient d'être dit, et je vais reprendre les termes que tu as utilisés, donc le fait d'augmenter la valeur de l'impression, le volume, être également, c'est-à-dire qu'on fait un métier de communication, mais on ne sait pas communiquer auprès de ceux qui sont, comme tu l'as dit, la clé de voûte du marché, c'est savoir les utilisateurs. Indiquer aux utilisateurs que la gratuité de l'Internet, c'est ce qui permet, entre guillemets, une certaine liberté d'expression. Certains diront que je pousse le bouchon un peu loin, que c'est un petit peu philosophique, mais c'est une réalité. C'est que grâce à la publicité, un certain nombre de gens peuvent s'exprimer et accéder surtout à une information gratuitement. Je ne parle pas du contenu en tant que tel, mais juste le fait de pouvoir accéder à cette information. Donc, être explicite en tant qu'acteur du marché pour dire aux gens, si vous avez Internet gratuit, c'est parce que la publicité est là et on va essayer de vous en fournir, ou en tout cas de vous proposer des publicités qui soient plus qualitatives, quitte à ce qu'elles passent pour des publicité servicielle aux yeux de l'utilisateur. Enfin, dernier point, et non des moindres, c'est du contenu de qualité. Donc, une fois qu'on s'est dit tout ça, ma dernière question, c'est comment vous voyez l'année 2021 en termes de monétisation pour les éditeurs et surtout en termes de monétisation alternative de ton point de vue, Paul. Alors, point très intéressant. Je crois qu'il y a une étude, alors je me souviens pas très bien, mais je crois qu'il y a une étude qui disait qu'un Français sur 2 n'avait pas conscience que c'est la publicité qui finançait les sites web. Donc on a un gros boulot d'éducation, effectivement. Chez Prisma, on a commencé à bien le faire avec notre stratégie de cookie wall, claire et affichée, qui explique à l'utilisateur, voilà, si tu viens sans accepter le consentement, malheureusement aujourd'hui, on ne gagne pas assez d'argent pour continuer notre activité. Donc c'est important que les internautes le sachent. Maintenant, pour dire ce qui va se passer cette année, alors je vais prendre ma petite boule de cristal. Les expérimentations, dont j'ai déjà tout parlé. Je pense que si tu me réinvites gentiment, Michel, l'année prochaine, je pense que je pourrais te donner les premiers résultats de ce qu'on a voulu mettre en place sur les identifiants, sur le contextuel, sur peut-être les cohortes, qui sait. Peut-être qu'on pourra faire des choses comme ça dès l'année prochaine. Bref, je pense qu'on aura déjà les premiers résultats et les annonceurs les plus techno-friands, on va dire, qui auront commencé à faire des choix sur les partenaires avec lesquels ils allaient bosser là-dessus. Ça, je pense que c'est clair. Je pense que l'internaute, il va de plus en plus comprendre. Je sais que notre cookie wall, encore une fois, désolé, je parle de Prisma, mais a évoqué pas mal de débats, y compris sur Twitter. Tu peux rappeler pourquoi il a suscité des débats ? Parce qu'on a dit à l'internaute, voilà, soit tu acceptes le consentement et tu accèdes gratuitement au contenu, soit tu ne veux pas donner ton consentement et tu t'abonnes. Donc ça a choqué certains internautes qui disaient c'est pas normal qu'on me demande pour refuser mon consentement, qu'on me demande de l'argent, etc. Et en fait, c'est des débats qui sont très sains. Parce que derrière, ça nous a permis avec les équipes de réagir auprès des internautes directement sur Twitter pour expliquer, écoutez, voilà comment le marché de la publicité fonctionne aujourd'hui. Demain, le jour où on gagne autant d'argent avec un internaute non consenti qu'avec un consenti, il y aura plus de débat. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est pas le cas. Et on a besoin, comme toute entreprise, de vivre. Et d'ici la fin de l'année, je pense que les liens avec les annonceurs entre les annonceurs et les éditeurs vont se resserrer. Comme je l'ai dit au début, en fait, la data devient vraiment une nécessité côté annonceur et rien de mieux que de venir la chercher là où elle a été collectée au départ, pour toutes les raisons qu'on connaît aujourd'hui sur le marché. Et dernière chose, sur le côté scale, je pense qu'il va y avoir des rapprochements peut-être qui vont se faire. Nous, chez Prisma, pour l'instant, on propose une solution qui s'appelle PrismaDex Plus, qui permet en fait à n'importe quel éditeur d'intégrer notre place de marché programmatique, à la fois niveau commercial, les deals, etc., et technique, le header bidding et ainsi de suite. Donc voilà. Futur Amazon des éditeurs premium ? Je sais pas si on peut y arriver. En tout cas, sérieusement, on a intérêt à s'inspirer de ce que font les GAFA.
plutôt qu'à essayer de... D'où mon Voilà. analogie, certes peut-être Je pense un qu'on a peu audacieuse, beaucoup mais... à apprendre d'eux. Très bien, merci beaucoup Paul. Très rapidement Sébastien, comment toi tu vois la monétisation pour les éditeurs 2021 et surtout via ce prisme de monétisation alternative? Alors oui, les perspectives d'avenir, je pense qu'on est assez optimiste en fait sur la capacité du marché et des différents acteurs à s'adapter, à être suffisamment agile. Je crois que c'est pas la première fois effectivement qu'il y a des évolutions, du besoin de solutions alternatives. Donc, et on a toujours vu le marché et les différents acteurs être très agiles et offrir des solutions. Donc on est assez optimiste à ce niveau-là. Les premiers résultats qu'on a constatés aujourd'hui dans les solutions, dans les expérimentations qu'on a fait sont plutôt encourageants. Et puis on voit déjà depuis le début de l'année, et ça s'accélère là au mois d'avril et début mai, qu'un tout un ensemble d'acteurs en fait sont en train de, sur la problématique de consentement par exemple, de se rendre compatibles déjà tout de suite en fait, suite à la mise à jour de la CNIL. On voit que les acteurs qui sont des acteurs de mesure de brand safety, acteurs de mesure de... Tous les acteurs en fait qui accompagnent les annonceurs et qui faisaient qui à l'époque déposaient des cookies et qui aujourd'hui en fait se rendent compatibles dans un univers sans cookies pour le consentement et vont permettre en fait aux annonceurs de dépenser leur budget sur ces inventaires-là, donc ce qui va permettre aux annonceurs d'avoir une meilleure monétisation de ces inventaires. Et c'est une très belle préparation aussi pour la suite et la préparation de l'ère où il n'y aura plus de cookies tiers, parce qu'effectivement ces acteurs effectivement aussi auront besoin de fonctionner dans un nouveau mode et ils sont déjà en train de s'y préparer pour la réponse au consentement, donc c'est plutôt encourageant. Merci Sébastien. De ton point de vue, Augustin, point de vue IAB, c'est quoi, pas que un tarroir, je peux dire index. Il n'y a pas des sous à mettre dans le nourrin à chaque fois que tu dis index, pas de problème. C'est quoi ta vision de la perspective de monétisation pour cette fin d'année 2021 et surtout via le prisme, comme je le disais tout à l'heure, de la monétisation alternative? 2021, je vais déjà parler d'après, parce qu'on est déjà sur ce chantier-là. C'est l'après, et l'après, c'est essentiellement l'après, third party cookie, les cookies tiers. Donc on entre dans une nouvelle ère. Et je vais prendre un mot-clé que vous avez déjà cité, qui est l'adaptation. Il faut qu'on s'adapte. Parce qu'il y a deux choses qui ne bougeront pas. C'est que d'un côté, il y aura un internaute, et de l'autre côté, il y aura un annonceur. Et pour eux, ça ne va pas changer. C'est-à-dire que l'annonceur, il a un budget, il va acheter de la publicité. Et de l'autre côté, l'internaute, il verra de la publicité. Qu'il est consenti ou pas. Il va de la publicité. En revanche, au milieu, il y a tout un écosystème des acteurs. On parlait de programmatique, etc. Index en fait partie. Et c'est là où ça se complexifie. Parce que pour transmettre le message A à B vers l'utilisateur, il y aura différentes voies. Avant, il y avait le cookie tiers. Demain, il y aura les identifiants qui permettent de mieux cibler, d'avoir une meilleure relation avec l'utilisateur. Mais aujourd'hui, un scale qui est moins important. Il y a des solutions contextuelles, donc on a une très, très forte couverture, mais moins de performance. Il y a Privacy Sandbox, qui est une proposition de Google Chrome, mais au-delà de ça, qui maintenant est portée par le W3C. Donc c'est plus qu'une proposition d'un acteur, c'est d'un écosystème, etc. Donc il faut qu'on s'adapte. Il y aura probablement une multitude de solutions, mais ce qu'il faut qu'on garde pour les 25 prochaines années, c'est qu'il y a deux choses qu'on a loupées. C'est la relation avec l'internaute, ce que je disais. C'est-à-dire qu'il faut effectivement, c'est pas normal qu'un internaute vienne se plaindre en disant voilà, je vais aller sur ton site. Oui. Quand on rentre dans un restaurant, on imagine à la fin qu'on va payer. C'est-à-dire qu'une personne va sortir du restaurant en disant hey, c'est bon, j'ai regardé les publicités sur le menu. Voilà, où je paye pas, j'en sais rien. Enfin, bref. Ouais, on a habitué l'internaute à la gratuité de l'information. Je propose un service, je crée du contenu de qualité, c'est la publicité qui finance. Voilà. Et il faut donc prendre en considération ça, l'internaute, lui expliquer, le remettre dans un nouvel équilibre entre le média et l'internaute. Et il y a un élément qui est clé, parce qu'il y a plein d'acteurs, c'est la relation avec ses pairs aussi, la transparence. Tu parlais d'acteurs majeurs, etc., mais il y a une multitude d'acteurs. La France est probablement un des pays qui est le plus créatif. Il y a plein de startups dans la tech, il y a des licornes aussi de la tech, Criteo, il y a des entreprises qui ont été rachetées aux États-Unis, etc. Donc il faut être respectueux de ses pairs et apporter de la transparence. Donc il faut, donc l'adaptation et travailler ensemble, je pense que vous l'avez dit tous les deux, et c'est un élément clé du succès de demain. Merci Augustin, merci Paul. Merci. Merci Sébastien, mais avant qu'on se quitte, je sors cet objet, c'est ces objets-là qui sont... de sport.
Voilà, qui font référence en sport. Très rapidement, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il en ressort? Pourquoi je sors mes baskets? C'est les miennes, hein, je précise. Ouais, alors je suis très heureux aujourd'hui d'annoncer qu'on organise chez OptiDigital en partenariat avec The Programmatic Society et Redcard le premier OptiDigital Green Challenge qui aura pour objectif de réunir un peu tous les acteurs de la publicité digitale dans un événement et un challenge sportif avec l'objectif que tout le monde participe pour faire du sport, pour améliorer son bien-être et puis aussi pour participer ensemble à une cause commune, parce que le challenge aboutira sur une donation que l'on va faire à une association qui défend, qui protège notre planète et en particulier les océans. Voilà, donc c'est. Tu peux citer l'association? L'association, oui, c'est Sea Shepherd. Et qui, voilà, donc on invite bien sûr tous les acteurs et tous les sportifs du monde du digital et de la publicité digitale à nous rejoindre. Nous allons communiquer rapidement à travers nos médias un lien pour s'inscrire. Et le challenge aura lieu du 1er juin au 30 juin. Merci beaucoup Sébastien. Qui sait, ce sera peut-être l'occasion d'initier le fameux ONU des acteurs du marché par l'intermédiaire de cette initiative sportive. ONU qui est une initiative chère à Paul, mais pas que. À nous tous, pour que justement, pour reprendre ce que tu évoquais, Augustin, on puisse s'adapter, avoir une meilleure relation avec les internautes et puis surtout de la transparence, et on vient de le dire, de la collaboration entre les acteurs pour assurer cette monétisation alternative dont nous avons parlé aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Merci messieurs. Merci. Au revoir. Ainsi s'achève ce débat autour de la monétisation alternative pour les éditeurs. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à OnePlus6, OptiDigital, Prisma Media Solutions, Smile Wanted et Xander pour leur soutien, ainsi qu'à notre partenaire média Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.